Bonjour à tous. Alors, normalement, on est en direct. N'hésitez pas à me dire si vous me voyez, si vous m'entendez. Hop, je prépare tout. Voilà. Alors, n'hésitez pas. Venez me dire si vous m'entendez, si vous me voyez. Je vois que vous arrivez tout doucement sur la page pour ce premier jour de résumé du colloque mondial sur le TDAH. Alors, normalement, c'est bon. Oui, Cécile, ok, ça fonctionne, super. Ok, Sonia, bonsoir. Impeccable, ça c'est magnifique. Si la technologie suit, on est bien. Tatiana, bonsoir. Marie, Sabine, ok. Valérie, Myriam. Ok, vous êtes déjà plus d'une cinquantaine à être présents, bravo. Hop, on va masquer ça. Ah, ça y est, on a les bas, on a les spams qui arrivent. Bonsoir Myriam, bonsoir Cindy, bonsoir Christelle. Donc bienvenue pour ce... Ah, salut Antoine, salut les deux Antoine d'ailleurs. Donc ravi d'être là, moi aussi. Je viens de passer une excellente journée en congrès, alors virtuel malheureusement. J'aurais préféré être à Prague, je dois avouer. Mais bonsoir Marie, bonsoir Catalina, bonsoir Mélissa. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai fait un petit sondage pour voir un petit peu ce qui allait vous intéresser. Bonsoir Mélina, bonsoir Widelzib. Désolé si si j'écorche le nom. Bonsoir Sébastien. Vous êtes déjà 80. Bonsoir Sophie. Euh, donc j'ai fait un petit peu un petit sondage pour voir ce qui allait vous intéresser le plus dans les trois grosses sessions que j'ai pu suivre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai pu. Bonsoir Christine, bonsoir Sandrine, bonsoir Iris, Anne-Laure. Donc aujourd'hui, j'ai pu suivre trois grosses sessions vraiment excessivement intéressantes sur les interventions non pharmacologiques, sur les nouveautés, en tout cas les nouveaux développements dans ces aspects non pharmacaux. Le TDAH et les technologies. C'était assez intéressant. Il y a vraiment des trucs extraordinaires qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui avec des très très grands noms justement du TDAH qui sont en train de travailler sur cet aspect technologie. Et ce que vous avez choisi, c'est vraiment l'idée des interventions scolaires. Donc on va parler vraiment de ça. Je vais aborder les deux autres thèmes, hein. D'accord? Je prendrai peut-être un petit peu moins de temps pour en parler, parce que c'est pas ça qui vous a piloté le plus, on va dire. Mais je vais prendre du temps quand même pour vous en parler, parce que je pense qu'il y a des choses à dire. Et on va donc commencer effectivement par les aspects de réduire au final les risques d'abandon, les risques de difficultés académiques, effectivement, et notamment des interventions qui permettent d'aider les enfants TDAH dans les classes. Alors, bonsoir Florence, Aurélia, Anne-Sophie, Margot, Mélodie, Hélène, Alvina, Alexandra. Alors je ne le dirai qu'une seule fois parce que je le dis à chaque séance. C'est un live Facebook. Il y aura forcément un replay sur la page. C'est intégré sur la page. Voilà, ça c'est dit. Au moins vous aurez accès si vous avez envie. C'est dit, je ne le dis plus. D'accord? Si quelqu'un d'autre me demande s'il y a un replay, je ne répondrai pas. Je vous le dis déjà. Bonsoir Aline. Donc vous êtes plus de 100 à suivre ces résumés. Je pense que le congrès mondial vous intéresse. Je peux me tromper peut-être, mais manifestement, ça vous intéresse. Alors, on prend 5 minutes, hein, le temps de mettre les choses en route, pour vous dire quand même que j'ai passé une journée. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un congrès, en fait, avec les aspects Covid hein, de ces dernières années. C'est vrai que les congrès ont été beaucoup reportés. Et donc, c'est vrai que ça fait un petit temps que j'avais pas fait un congrès. Et ben, ça m'avait manqué, figurez-vous. C'est assez impressionnant quand même le nombre d'informations qu'on peut cumuler sur une journée.
et en tout cas qui nous donne envie d'aller chercher plus loin dans différents domaines. Et donc notamment aujourd'hui, hein, comme je vous l'ai dit, on va parler des interventions en classe, on va parler un petit peu de TDAH et de technologie et des nouveaux développements. Alors, nouveaux développements, on s'emballe peut-être, hein, je vous le dis déjà, dans les approches euh, non pharmaco. D'accord. Donc, bonsoir. Alors, je vais passer quelques-uns. Bonsoir Oriane. Bonsoir Stéphane, Stéphanie, Delphine, Valérie, Cynthia. Donc, alors Florence, où avait lieu le congrès? C'était à Prague à la base, et au final, ils ont décidé de le passer entièrement en ligne. Donc, voilà. Charlotte, on n'a même pas encore commencé. Ça tombe bien, hein. Donc, je suis en train de papoter. J'aime bien papoter, donc pour le moment. Bon, Cynthia, j'ai déjà répondu. Donc, donc c'est pas faute de le dire à chaque conférence. Donc, j'ai déjà répondu pour le replay. Bonsoir Agnès. Ok, bien. Donc, suite au sondage, je vous propose qu'on aborde donc la question des interventions scolaires, de ce qu'on en sait aujourd'hui, des études sur le sujet. Je suis assez content de voir que dans les dernières lectures que j'ai faites, ben, j'étais pas totalement à côté de la plaque. Donc ça c'est déjà pas mal. Donc là-dessus, je suis assez content. Sur les interventions, en tout cas scolaires, aujourd'hui, et sur l'importance vraiment qu'on va avoir à travailler directement avec les enseignants. D'accord. Donc, Laetitia, Couette Couette, Blandine, bonsoir. Euh, donc j'ai pu suivre en fait 4 grandes interventions sur le sujet d'essayer de réduire justement euh, les problèmes scolaires, hein, d'accord. Donc les interventions qui vont aider les enfants TDAH en classe. Et c'est intéressant de voir que, alors, on est très concentré aujourd'hui sur les aménagements scolaires, sur cet aspect de dire un petit peu, voilà, faut mettre des aménagements scolaires en place pour les enfants présentant un TDAH. Il faut absolument mettre tel ou tel outil en place pour les enfants qui ont un TDAH. Et alors, c'est intéressant de de voir un peu que, alors, tous les chercheurs sont d'accord sur le sujet, hein, pour le moment en tout cas. Hein. Je ne dis pas que ça ne va pas changer dans le temps, mais tous les chercheurs sont d'accord sur le sujet que les interventions directement en classe avec l'enfant, avec des outils particuliers, et notamment d'avoir des interventions d'aménagement scolaire, bah, pour le moment, dans le TDAH, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ça n'a pas beaucoup de fonctionnalité, vraiment, de retentissement vraiment très positif. Donc, oui, c'est un petit peu la chose qui est un peu mise en avant dans toutes les études, dans toutes les dernières études sur le sujet, même les dernières analyses, les méta-analyses, les dernières méta-analyses, notamment une super méta-analyse dont je parle euh, pas mal, que ce soit en formation ou en conférence pour le moment. Alors, je vais peut-être vous la mettre dans le chat. Alors, hop là. Hop, tac. Ça, je vais essayer de la retrouver. Mais c'est une méta-analyse qui met vraiment l'accent sur l'accompagnement des enseignants. D'accord. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'au final, on a trop tendance à s'axer sur l'enfant aujourd'hui. Donc, j'ai eu l'occasion d'avoir Matthew Gormley qui a intervenu sur la question de l'efficacité des interventions en classe et notamment sur la question des études sur les fameuses interventions scolaires, notamment qu'on fait pour les TDAH, et de reprendre en gros du début jusqu'à la fin tout ce à quoi il faut réfléchir, c'est-à-dire que veut dire une intervention efficace en classe.
Il a donné énormément d'exemples, en tout cas d'évaluation, et notamment toute une série d'outils pour évaluer les comportements en classe, c'est-à-dire les cartes de comportement quotidiennes, les échelles, les observations, les grilles d'observation des enfants, aussi bien des comportements que des aspects cognitifs. Donc cette idée que pour déjà être capable d'évaluer l'impact d'une intervention en classe, il y a quand même toute une série de données à aller regarder et que ça ne doit pas être un sentiment à un moment donné. Ce qu'on retrouve beaucoup, hein, c'est dans certaines formations de dire ben, je pense que ça marche. Parce que dans ma classe, j'ai cru voir qu'il y a des améliorations. Eh bien, en fait, on s'aperçoit que quand on utilise justement ces outils plus précis d'analyse des comportements, justement, pour aller regarder un petit peu comment ça fonctionne, les résultats ne sont pas les mêmes, hein, déjà. Donc c'est déjà intéressant. Matthew Gormley, donc si vous avez l'occasion d'aller voir un petit peu les travaux de ce chercheur, donc qui travaille vraiment sur ces aspects-là. Hop là. Je vais essayer de prendre. Il a vraiment un regard sur la question de comment on évalue vraiment l'efficacité d'une approche en classe. Et ça, pour moi, c'est déjà ultra intéressant. Donc il y avait vraiment, alors c'était un aspect très théorique, hein, sur l'aspect justement de comment on les évalue, mais je pense que c'est important pour tous les professionnels qui sont là, hein, de pouvoir se dire, ok, si j'ai envie de voir si ça fonctionne dans ma classe, il faut que j'observe les choses. Et je vais l'observer avec différents outils à ma disposition. Et cette intervention, en fait, elle a permis quand même de remettre des bases très intéressantes. Alors, on a eu une intervention. Alors, c'est-à-dire qu'il ne faut pas d'aménagement scolaire pour ces enfants. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on ne va pas commencer par là. D'accord? Donc, on a pu mettre en évidence, donc il y a eu une super intervention d'ailleurs de Manfred Dopfner, donc qui est allemand, et qui a euh, une liste de publications. Vraiment, personnellement, je vous avoue, je ne connaissais pas. D'accord? C'est un chercheur allemand, donc qui est à l'université de Cologne, qui a une liste de publications sur le sujet qui est excessivement intéressante, qui est impressionnante même. Et en fait, il a vraiment bossé sur la question de l'efficacité des approches scolaires pour les enfants présentant des problèmes de comportement et notamment des TDAH. Et il a fait une intervention sur le coaching des enseignants. Super intéressant de se dire que la première chose qu'il faut faire, c'est pas des aménagements scolaires, c'est de l'accompagnement d'enseignants. De un, c'est de la formation des enseignants. En fait, ce qu'ils ont pu montrer dans leurs différentes méta-analyses, donc il y a eu plusieurs études qui ont pu être mises en évidence, hein, donc notamment l'étude de Ward, là dernièrement sur 2020, sur l'efficacité des approches avec les enseignants dans le TDAH. Le programme SCEP, donc vise en fait l'idée d'entraînement des enseignants par rapport à la gestion des comportements des enfants. Alors c'est très intéressant, ça fait longtemps qu'on me demande, que ce soit sur la page ou que ce soit dans le cadre de mes formations, c'est est-ce qu'il existe des PEHP, donc des programmes d'entraînement aux habiletés parentales pour les enseignants? Eh bien ça y est, j'ai la réponse. Donc oui, ça existe. Donc par exemple, les programmes SCEP, mais je vous donnerai plus d'informations dans les jours qui arrivent, parce que je vais essayer de retravailler ça. Là, je vous donne juste les informations en live de la fin de journée, mais il existe des programmes de coaching d'enseignants avec un objectif qui est exactement le même que dans les programmes d'entraînement aux habilités parentales. C'est juste génial. Dans les programmes d'entraînement aux habilités parentales, pour ceux qui le savent et qui me suivent un petit peu, on a deux objectifs. C'est de baisser le stress parental, et le deuxième, c'est d'augmenter le sentiment de compétence parentale, c'est-à-dire de se sentir être un meilleur parent. D'accord? Eh bien, il faut savoir qu'il y a des programmes aujourd'hui, donc le SCEP notamment, qui visent la baisse du stress de l'enseignant, extraordinaire, et qui visent l'augmentation de l'auto-efficacité des enseignants. Donc de se sentir être un meilleur enseignant parce qu'en fait, je comprends mes élèves, je sais comment agir avec eux, je me sens un meilleur enseignant, donc je fonctionne beaucoup mieux. C'est extraordinaire de se dire que les recherches aujourd'hui
peuvent mettre en évidence ce genre de choses. Ce sont des programmes qui existent depuis quelques années déjà, puisque là, l'étude en question, c'est de 2015, donc forcément, le programme a été mis avant. Alors, c'est un programme qui a été mis d'abord en place en Allemagne, mais globalement, c'est toujours intéressant de savoir ce qui se fait dans les autres pays pour essayer peut-être de mettre ça ailleurs, hein, on ne sait jamais, hein, que ça puisse fonctionner. Donc quand je vois les messages de Charlotte, on est très loin ici en France de la formation au TDAH des enseignants, oui, c'est pas pour ça qu'il faut être défaitiste. C'est-à-dire que les choses évoluent, on a des données qui nous montrent dans d'autres pays que ça fonctionne, à nous de défendre cette question-là et d'aller amener les trucs vraiment directement. Je pense pas justement pour répondre à Couette direct que c'est pas une question de moyens, c'est une question d'insérer ça dans les programmes de base. Et ça, ce n'est pas une question de moyens. Je veux dire, c'est une question de volonté, d'intégration des choses à un moment donné. Les choses évoluent, d'accord. Même si on peut râler à un moment donné que par rapport à X ou Y chose, ça bouge pas assez vite, je l'entends, mais par contre les choses évoluent quand même. Flo, il me semble que le TDAH n'était pas reconnu en Allemagne. Oh non, de loin, de loin, de loin. L'Allemagne est quand même une des grandes forces, je vais dire, dans la reconnaissance du TDAH. Ils ont des universités qui sont ultra poussées, ils ont des recommandations internationales très fines, très précises sur le sujet. Loin de là, justement, l'Allemagne, c'est soit pas reconnu en France, vous voyez, ça me choquerait moins. En Allemagne, ils sont déjà à un niveau qui n'est pas le même que nous, hein, même en Belgique. Hein. Donc, non, non, la reconnaissance en Allemagne est très bien poussée, justement. Donc ça, vraiment, c'est la question de regarder ces aspects-là. Alors, Mathieu, SCEP, je peux te retrouver rapidement ça dans les screens que j'ai fait sur la journée. Alors, tata, est-ce que ce serait là? Ah, zut. Non. Je te dis ça. On va y arriver. J'ai énormément de trucs qui sont en parallèle. Study 2. Alors, School-Based Coaching for Teacher of Students with Externalizing Problem Behavior. Donc, je vais vous mettre ici. Hop, 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 hop. Vous allez vous amuser avec ça, je vous le dis direct. Alors, il y a tout le protocole qui a été présenté, c'était ultra intéressant. Comme mon anglais n'est pas au top, je vais vous mettre ça. Donc, hop là. Donc, l'objectif de ces approches, elles sont où? C'est de se dire que plutôt que de travailler avec l'enfant, on va avoir tendance à travailler avec, justement, hop là, voilà, avec l'enseignant. D'accord? Donc, clairement, l'objectif va être de se baser là-dessus. Les études aujourd'hui, ce qu'elles montrent, c'est que quand vous mettez en place des choses avec les enseignants, que vous travaillez directement avec eux, que vous leur faites comprendre ce que c'est le TDAH et qu'on puisse mettre en place une gestion, comme on le fait avec des programmes d'entraînement parentaux, avec les enseignants, qu'il y a un suivi de l'enseignant, et bien en fait on s'aperçoit que les interventions, elles sont vraiment, vraiment pertinentes. Elles ont des effets sur aussi bien l'amélioration des comportements du TDAH que des résultats scolaires. Par contre, ce qu'on ne retrouve pas, c'est que ça ne modifie pas l'aspect impulsivité, TDAH, inattention et ainsi de suite. Hein. C'est pas du tout. D'accord? La question, elle est là, tout simplement. Okay, c'est que par compréhension, par acceptation du fonctionnement de l'élève et de cet aspect de pouvoir adapter les choses naturellement, et bien en fait, on a des choses qui fonctionnent beaucoup, beaucoup mieux. Tout simplement. Et ça, vraiment, je pense qu'on a quand même des choses qui sont excessivement intéressantes là-dessus. Donc ça, c'est pour faire un petit peu le résumé de l'intervention de Manfred Döpfner, mais je vais vous en parler un peu plus juste après. Je lis vos questions, demandes, et ainsi de suite. Donc, on est très loin, ça j'avais lu. Tac, 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 effectivement. Non, 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 il faudrait que ça évolue au niveau européen sur ce sujet. Je pense que, sincèrement, Charlotte, les choses, elles évoluent.
Je suis d'accord qu'elle n'évolue pas assez vite, mais les choses évoluent. Il y a une meilleure reconnaissance, une meilleure détection, une meilleure avancée quand même des choses. Donc Caroline, super intéressant. Ça j'ai vu, il y a des éléments. Merci Sébastien sur les éléments, sur la question. Ok, génial. Quel pays européen est le plus avancé en matière de diagnostic? Alors je dirais les Pays-Bas aujourd'hui. En termes de pays européens, les Pays-Bas sont largement devant. Leurs universités bossent extrêmement fort là-dessus, c'est impressionnant. Enfin, moi, encore aujourd'hui, j'ai pris des baffes, mais vraiment des claques d'intervention de gens des Pays-Bas. Je vais vous en parler de deux autres là qui vont arriver. En tout cas, en termes de recherche, hein, je parle. Peut-être qu'en clinique, peut-être que au quotidien, je ne vis pas aux Pays-Bas, donc je ne saurais pas vous dire, mais en termes de clinique et de recherche, en tout cas, ils sont extrêmement avancés. Hein. Je pense que là, il y a des choses à aller voir. Donc, Miel, merci pour ce live. Dommage que je ne retrouve pas le professeur de mon fils. J'aurais aimé lui me faire voir. Ben, vous pourrez lui partager la vidéo après. Il n'y a pas de souci. Ça sera sur la page. Donc voilà. Ah ben voilà. Elodie a déjà répondu. Merci. Au Canada, ils ont l'air beaucoup plus avancés, Marie. Eh ben, c'est juste une impression, souvent. C'est-à-dire que c'est une impression du Canada. Si vous parlez avec des chercheurs ou des cliniciens canadiens, ils vont vous dire qu'ils ne sont pas plus avancés spécialement qu'en Europe, dans certains pays européens. Donc non, ne vous inquiétez pas. Ils sont avancés sur certaines choses et pas sur d'autres, tout simplement. Est-ce qu'il y a déjà un tel programme en France? Alors, personnellement, Adlor, je ne l'ai jamais vu. D'accord. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Je dis juste que je ne l'ai pas vu beaucoup. J'en ai jamais entendu parler, en tout cas. Donc, voilà. C'est un peu ça les trucs. Alvina, c'est vraiment très intéressant. Travailler sur l'entourage plutôt que sur l'enfant, exactement sur le même principe que pour les parents. Eh bien, c'est exactement ça. Toutes les données que j'ai pu voir aujourd'hui, c'est hallucinant, mais toutes les données que j'ai pu voir aujourd'hui corroborent l'approche des aspects, comme on les retrouve dans les programmes d'entraînement aux habiletés parentales, hein, vraiment, sur l'aspect scolaire. Aujourd'hui, on a les mêmes approches, vraiment. Je vais vous en parler hein, sur les approches de comportement, exactement, de gestion de comportement. C'est la même chose qu'avec les parents, vraiment. Adapté à la classe, hein, on est bien d'accord, mais les approches sont les mêmes. En tout cas, les mécanismes qu'on vise sont exactement les mêmes. Donc, ouais. Euh, donc ces enfants pourraient se passer d'AESH. Alors, eh bien, à aucun moment on a parlé de ça. C'est-à-dire que globalement, alors c'est pas tout à fait vrai, Cécile. C'est pas tout à fait vrai. Euh, Ils vont avoir tendance à se dire que euh, c'est considéré comme une conséquence du TDAH. C'est-à-dire que les problèmes engendrés par le TDAH, au niveau scolaire notamment, c'est les redoublements, c'est le fait de ne pas atteindre des niveaux scolaires par rapport à nos capacités, d'accord? Et le fait, ben, effectivement, d'avoir besoin d'aide, des tuteurs, de genre de choses qui sont importants. Et donc, c'est pas la question de dire que euh, on n'a pas besoin d'AESH, c'est la question de dire que c'est considéré comme une aide supplémentaire découlant du TDAH parce que les autres choses ne sont pas mises en place. Donc, ça, de ce côté-là, c'est plutôt comme ça. Ils le pensent comme une conséquence négative, entre guillemets, d'avoir un besoin supplémentaire pour travailler avec le TDAH parce qu'on n'a pas mis les autres choses en place. C'est un peu comme ça qu'ils le voient. Sophie, en 4 ans, j'ai vu l'évolution sur plein de choses par rapport au TDAH. Oui, je pense aussi. Ouais. Ah ben Caroline, oui. Caroline, elle travaille justement en Allemagne. Elle va pouvoir vous dire ce qu'il en est en Allemagne. Donc, effectivement, c'est un peu ça. Sylvie, j'arrive tard, ne vous inquiétez pas. Donc, ok. Marie, moi non plus pour le programme de coaching, il faudrait aller demander aux grosses associations françaises de l'état des lieux. Bah, les grosses associations françaises, je suis pas convaincu qu'elles soient plus avancées sur le sujet. En tout cas, des associations, que ce soit de parents ou autres, je pense que j'ai jamais entendu parler de ça en étant en contact avec eux. Atoll fonctionne bien. Atoll fonctionne, on ne sait pas en fait. Atoll fonctionne bien, on a l'impression que ça fonctionne bien. On n'a pas encore d'études de validation d'Atoll aujourd'hui dans les classes. Donc, Aurélia, il faut la volonté aussi de la part des enseignants d'adapter leur pédagogie. Alors, ça c'est intéressant parce que ça donne justement, je vais rebondir là-dessus pour passer sur autre chose, notamment sur une autre intervention.
Antoine, des études sur l'intérêt des tests dans le diagnostic TDAH. Non, j'en ai pas encore eu. Il n'y a pas eu d'études. Bon, ils ont rappelé quand même sur les interventions non pharmaco que la neuropsie et les bilans neuropsie, il fallait faire gaffe. Pour différentes raisons, mais je l'aborde après, plus tard. Donc si, il y a quand même des remarques là-dessus, mais pas directement sur la question de l'intérêt du bilan neuropsie. Euh, donc, alors, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a des études sur le sujet de quelles sont les meilleures interventions, c'est-à-dire quel est le meilleur protocole d'intervention qu'on peut avoir avec des élèves TDAH quand on travaille avec les enseignants. D'accord? Donc l'idée, c'est qu'on a plusieurs interventions possibles. On peut avoir des interventions qui vont intervenir sur les antécédents des comportements, c'est-à-dire la façon de demander les choses, de regarder un petit peu le milieu, c'est-à-dire vraiment l'environnement scolaire et de modifier l'environnement pour essayer de faire en sorte que le comportement qui découle se modifie. On peut avoir des interventions sur la régulation personnelle, donc l'autorégulation de l'élève, d'accord? On peut avoir des interventions sur les conséquences, c'est-à-dire l'enfant a un comportement et c'est la façon dont on va réagir qui va modifier le comportement. D'accord? Donc là, on est vraiment dans des approches très comportementalistes. Et l'idée, c'est soit on travaille les antécédents, soit on travaille l'environnement éducationnel, soit on travaille l'aspect de régulation, donc d'essayer de donner un maximum d'autonomie sur le contrôle lui-même de l'enfant, et ou sinon on travaille sur les conséquences, on essaye de modifier les comportements en modifiant les conséquences, en faisant en sorte que nos feedbacks soient plus fréquents, nos feedbacks soient plus spécifiques, ou en tout cas qu'on ait un retour direct sur le fonctionnement des élèves. D'accord? Exactement comme dans les programmes d'entraînement aux habilités parentales. Hein. D'accord? Alors, très intéressant. Il faut savoir que je pense que toutes les études qui nous ont présentées, alors j'ai pas fait la liste des revues, hein, mais toutes les études qui nous ont présentées montrent que la meilleure intervention aujourd'hui au niveau scolaire, c'est de faire des interventions en conséquence, c'est-à-dire de réagir au comportement de l'élève de manière adaptée pour qu'il reproduise des bons comportements. C'est-à-dire que ce qui marche le mieux, c'est le feedback. C'est-à-dire, l'élève fait quelque chose, de bien ou non, et c'est le feedback qu'on va donner et la manière dont on va le donner qui va modifier le comportement de l'élève. D'accord? Donc c'est d'agir directement sur les comportements quand ils sont présents, donc de ne pas être en prévention et de modifier les choses, de ne pas être sur le fait de demander les choses différemment pour que le comportement qui s'ensuive bouge. Non, c'est de réagir au comportement pour essayer de le modifier. D'accord? Ça, c'est ce qui a été montré dans différentes études, en tout cas qui nous ont présenté, c'est ce qui est le plus efficace en classe. C'est de réagir de manière adaptée. D'accord? Et c'est intéressant de voir que ça, c'est ce qui montre les choses vraiment le plus efficaces aujourd'hui. Et qu'ils ont fait une étude sur... Alors, c'est aux Pays-Bas. Et ils ont fait une étude sur, OK, mais comment agissent les enseignants aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'ils préfèrent faire? D'accord? Alors, ce qui marche le moins bien dans les études précédentes, c'est d'agir sur les antécédents, d'essayer de modifier des comportements en essayant de modifier notre façon de demander les choses. C'est-à-dire, il a un TDAH, donc je demande les choses différemment parce qu'il est TDAH. D'accord? Et alors, de jouer sur l'environnement global de la pièce. D'accord? De changer les choses, d'essayer de modifier les structures de la classe, et ainsi de suite. Ça, c'est ce qui marche le moins bien. Et c'est ce que les enseignants préfèrent. Donc, les enseignants agissent aux Pays-Bas. D'accord? Je cible quand même. C'est agissent de façon opposée à ce que la littérature montre. Donc la littérature est capable de dire aux enseignants ne faites pas ça, parce que le plus efficace c'est d'agir sur les conséquences, c'est votre façon de réagir qui va modifier les comportements de votre élève, et ils préfèrent jouer de l'autre côté. Parce qu'ils trouvent que ça fonctionne mieux. Donc même quand on montre les résultats, ça ne change rien. D'accord? Donc en fait, l'idée c'est qu'on a un enjeu, on a un challenge là, qui est d'essayer de modifier quand même la façon de voir des enseignants, de travailler avec eux sur leur façon de réagir au comportement plutôt que d'agir
en prévention ou d'essayer de modifier les choses, de demander les choses autrement, d'essayer de faire en sorte que tout soit nickel autour dans l'environnement des élèves. C'est pas ça. L'idée aujourd'hui, c'est que les résultats nous montrent que, objectivement, c'est les réactions qui comptent, comme dans les programmes d'entraînement parentaux. C'est la façon dont on va renforcer, c'est la façon dont on va faire les feedbacks, c'est la façon dont on va réagir qui va modifier les comportements de l'élève. Et pourtant, on se rend compte que en classe, c'est totalement différent. Aux Pays-Bas, je le souligne, on n'a pas montré d'études, en tout cas j'en ai pas vu, ils n'en ont pas présenté, sur la question en France, en Belgique ou dans d'autres pays. C'est ciblé aux Pays-Bas. D'accord. C'est intéressant quand même de se dire qu'au final, la vision, le fonctionnement des enseignants est à l'opposé de ce que les données de la littérature montrent. D'accord. Assez intéressant comme truc. Hein. Alors, donc sur base de ça, je reprends un petit peu vos messages comme ça. On va voir. Moi, je communique beaucoup avec le professeur et c'est le mieux sur le comportement à la maison, les émotions du moment, et inversement, les profs aussi. Pour l'instant, c'est suffisant en quatrième primaire, Sophie. Exactement, c'est la question. Voilà. Après, ça dépend franchement du degré en TDAH. Je comprends pas. J'ai peut-être raté un message. Hein. D'accord, c'est possible. Donc, Florence. On pourrait penser à une mise en place PEHP et SCEP en fait. Oui, alors il y a des programmes hein, d'intégration, c'est-à-dire que quand on fait des programmes d'entraînement avec les enseignants, de coaching avec les enseignants, les parents sont intégrés à un moment donné. Donc même dans le SCEP, logiquement, il y a des étapes où le parent est intégré. Donc, voilà. Linda, les anciens ne veulent pas en entendre parler, ça ira mieux dans quelques années. Bah, ça, je suis pas convaincu. Je pense pas que c'est une question d'anciens ou de nouveaux, parce que les nouveaux sont pas mieux formés que les autres. Je pense que c'est une question de vision des choses, vraiment, et de toujours des connaissances qu'on va pouvoir apporter. Donc, c'est un peu ça. Euh, et j'entends bien que ce n'est pas toujours le cas, c'est pas le souci, encore une fois. Alors, je le dis dans toutes mes formations, dans toutes mes interventions, il y a des cons dans tous les métiers, hein, d'accord. Les enseignants font pas exception, mais je veux dire, il y a des cons dans les psychologues, il y a des cons dans les médecins, il y a des cons dans les orthophonistes logopèdes, je veux dire, il n'y a pas un métier qui est épargné par rapport à ça. Hein. Donc il y a des mauvais partout, on est d'accord. Il y a des gens qui font leur taf et qui sont en demande de ces aspects-là. Et je pense que la majorité, moi, des enseignants avec qui je bossais, je dis toujours en 10 ans, globalement, j'ai 2 enseignants qui ont été difficiles, quoi. Ça va, hein. C'est pas grave, quoi. Les autres, de manière générale, sont en demande, sont en attente même qu'on mette des choses en place. L'idée, c'est la façon de le communiquer et de comment on va aborder les choses. En tant que professionnel, venir dire mettez ça en place parce qu'il faut que ça se passe comme ça en classe, c'est ridicule. Il y a une communication à installer et surtout un soutien dans le temps à mettre en place. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu compliqué. D'accord. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, c'est compliqué de mettre un soutien fréquent. C'est-à-dire que si on arrive en début d'année en disant faut mettre ça en place pour l'enfant, c'est déjà très bien. Mais si on dit à l'enseignant allez, on se revoit dans 3 ou 4 mois, l'enseignant, il va entre les deux, il aura sûrement des questions, il aura sûrement des demandes, il aura sûrement besoin de soutien. Et ça, aujourd'hui, il faut être honnête, on est en incapacité de le fournir. Parce qu'on n'a pas la méthodologie, on n'a pas le programme qui nous permette d'aller aider ces enseignants. D'accord. Et que même des enseignants n'ont pas cette vision-là des choses. Ok. Donc vraiment, je pense qu'il y a des choses encore à faire évoluer dans notre façon de faire. Tout simplement. D'accord. Donc ça, là-dessus, je pense qu'il y a encore des choses à regarder. D'accord. Eh bien, Laura, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, Laura, si vous êtes toute nouvelle sur les lives, c'est cool. Euh, Sandy, les enseignants ne sont pas bien formés. Donc, c'est clairement compliqué de comprendre un bilan neuropsy. Mais ça, comprendre un bilan neuropsy, pour moi, c'est pas la faute de l'enseignant. On va pas former les enseignants à comprendre des bilans neuropsychologiques. Hein. Faut former les neuropsychologues à savoir transférer l'information. C'est dans ce sens-là, en fait, que ça va. C'est comme ça qu'on doit le voir. C'est pas dans l'autre sens. Moi, je pense pas aujourd'hui qu'il faut former les enseignants à comprendre des bilans neuropsy. Hein. C'est faut former les neuropsy à être capable de communiquer correctement les informations. C'est différent. Donc, Sébastien, les bilans psychométriques, pas le neuropsy. On est d'accord. Alors, Aline, pour ma part, très peu d'enseignants, depuis la maternelle jusqu'au collège, ont accepté de collaborer. Le peu qui l'ont fait était clairement bienveillant, adapté et s'adapter. L'impact était bluffant. Ben oui, voilà. On est clairement là-dessus, bien sûr.
En France, l'école ne s'adapte pas du tout à nos enfants. Laura, je suis pas d'accord avec ça. Moi, j'ai vu des écoles qui s'adaptaient. Je ne dis pas que c'est une généralité, je dis juste qu'il y a des écoles qui le font, clairement. Mais effectivement, ça demande de l'aide, ça demande du soutien. S'il n'y a pas d'aide, ben, c'est difficile. Nathalie, les enseignants sont peu ou pas formés, informés, et certainement pas formés. Ben, bien sûr, ça on est d'accord. Hein. Alors, alors, ok. Je regarde, hein. Tac, tac, tac. Je regarde un petit peu. Parce que c'est plus simple à faire, j'ai le sentiment. Nathalie, oui, hein, d'intervenir de manière en antécédent, c'est vrai que c'est plus simple à faire que de réagir non-stop. Hein, donc, j'ai le sentiment qu'on observe globalement la même chose en France qu'aux Pays-Bas, alors. C'est une impression, voilà. C'est vrai que c'est un sentiment. Je pense que c'est exactement la même chose en Belgique. Je pense que moi, quand j'ai vu ces résultats sur le fait que les enseignants ont plutôt tendance à préférer les antécédents et la modification de classe plutôt que de réagir de manière sur les réactions, effectivement, j'ai l'impression qu'on voit la même chose. Mais ça reste une impression, d'accord? Donc, on va pas aller plus loin sur ces études-là, en tout cas. Mais globalement, sachez que c'est quand même des choses qui sont extrêmement, extrêmement intéressantes. D'accord. donc, donc voilà. Ok. Alors, Shunam, je vois vos questions sur les bilans et ainsi de suite, mais c'est pas du tout l'objectif de ce live. C'est vraiment d'essayer de présenter la première journée du colloque mondial sur le TDAH. Donc, vraiment d'essayer de voir un truc. Antoine, comprendre un bilan neuropsy, le thème d'un live. Ouais, un jour on le fera, ouais, peut-être. Je suis sans doute pas le mieux placé pour faire ce genre de choses. Mais vas-y Antoine, je pense que tu serais quand même peut-être plus emballé à le faire, non? Euh, Alors, Linda, que faire quand l'enfant ne veut plus aller dans un cours pour ne pas affronter un prof qui se rend malade à la maison malgré des interventions de notre part? Mais je pense que les interventions, alors ce qui est montré aussi hein, dans les différentes études, c'est que les interventions, elles sont coordonnées aussi par des professionnels. C'est-à-dire que pour moi, et je m'engage que moi sur ça, c'est de la question du fait que ce n'est pas aux parents vraiment à aller intervenir et d'essayer de mettre des interventions à l'école. Je comprends que vous soyez directement en communication, mais ces interventions, elles doivent être, je vais dire, pilotées, en tout cas par des professionnels qui interviennent. Et ça, aujourd'hui, ben, soyons clairs, d'accord? Le nombre de professionnels avec qui je peux parler, avec qui je supervise et ainsi de suite, aujourd'hui, la plupart me disent non, mais vous vous rendez pas compte, moi, j'ai pas le temps de faire ça. Mais alors, il faut réfléchir sur l'impact de son métier, à qui on va déléguer cet aspect d'intervention à l'école. C'est-à-dire, après, ça va être les questions de oui, mais on ne se trouve pas des moments précis, d'accord? On n'a pas le temps de faire. Ok, mais si vous n'avez pas le temps, trouvez quelqu'un d'autre qui peut le faire. C'est un petit peu ça, et d'essayer de mettre la communication en place. Aujourd'hui, on a des données, elles ne sont pas parfaites, d'accord? Mais on sait dans quel sens on doit aller, d'accord? Donc l'idée, c'est que si on forme des enseignants, dans un premier temps, on va arrêter avec j'ai fait un bilan psychométrique, d'accord, pour pas choquer Sébastien et Antoine, mais j'ai fait un bilan psychométrique et on va mettre des ballons en place ou des coussins avec des picots et ce genre de choses en classe. On va arrêter de faire ça dans un premier temps. Je ne dis pas que c'est inutile, je dis juste que ça ne devrait pas être une première intervention. Et on va prendre le temps d'aller informer et former les enseignants sur la question de c'est quoi un TDAH, d'accord? Vous devriez peut-être penser à travailler le feedback direct, hein, d'intervenir de manière précise sur comment ça fonctionne et surtout de réagir à ces comportements plutôt que de modifier les choses. D'accord? Si on faisait déjà ça, simplement, d'accord, ce serait peut-être déjà pas mal. Et ça prendrait peut-être pas plus de temps. Alors si ça va prendre plus de temps que de faire des copier-coller de feuilles avec des aménagements, tous les mêmes pour tous les enfants TDAH, d'accord. Mais globalement, je pense que ça serait sans doute plus efficace déjà. Cliniquement, hein, d'accord. Parce que je ne pense pas qu'on peut appliquer des méthodes expérimentales comme elles ont été présentées dans ce colloque à toutes les classes de la planète, même si, sincèrement, en Allemagne, ils ont fait une grosse, grosse étude sur 135 enseignants, d'accord, dans plus de 60 écoles. Donc c'est possible, hein. C'est pas. Donc voilà. Euh, Donc Val, je leur conseille de valoriser les comportements attendus. Exactement. C'est vraiment ça qu'il faut travailler. Donc
Donc on est bien d'accord sur ces aspects-là. Ok. Cindy, ça fait du bien d'entendre que nous ne sommes pas tous imperméables aux propositions des professionnels de la santé. Il ne faut pas oublier... je vous ai perdu. Que nous ne sommes pas formés, et d'autre part, on nous demande toujours plus. On doit être psy, infirmière, coach parental, logo, neuropsy, etc. Alors Cindy, c'est la première chose que je donne en formation quand je travaille sur les aspects d'enseignant, c'est de dire, il y a un super article d'ailleurs qui est sorti au Canada il y a quelques années sur enseignant le métier impossible, avec l'idée qu'il y a toujours plus de tâches, la reconnaissance du métier est dégueulasse, il n'y a pas de formation, pas d'accompagnement, très peu de formation, très peu d'accompagnement qui sont mis en place, donc ça ne facilite pas non plus la réalisation du métier. Donc je vous rejoins tout à fait sur cette question-là, évidemment. Donc, d'accord. Ok. Alors, connaissant les limites de l'école, le degré de TDAH de mes enfants, les deux sont scolarisés à domicile. Ok. Super Sébastien. Super. Donc travaillons dans une maison de santé, je suis en train de monter avec l'ARS des interventions dans les écoles pour sensibiliser les enseignants au TDAH et faire un peu de psychoéducation. Alors, moi ce que je te conseille Sébastien déjà, c'est de ne pas dire de sensibiliser, mais d'aller former, et on ne fait pas un petit peu de psychoéducation. On fait de la psychoéducation, on y va à fond, quoi. D'accord? C'est le travail premier qui a été mis en évidence partout, c'est vraiment cette importance de faire de la psychoéducation. Alors, après, qu'est-ce qu'on a pu voir? Alors, il y a une super... c'est une étude, alors c'est une étude expérimentale à toute petite échelle, mais que j'ai trouvée fascinante, sur la question justement des aménagements spécifiques qu'on entend parler. D'accord? euh, c'est intéressant de voir un peu qu'il y a des chercheurs qui essayent de comprendre un petit peu justement les aménagements scolaires, notamment le fait de dire, ok, mettez l'élève proche de l'enseignant. D'accord? Donc, c'est extrêmement intéressant de dire, voilà, il faut le mettre proche de l'enseignant parce que comme ça, il est moins distrait. Mais est-ce qu'on a montré que c'était efficace ou pas, ça? D'accord? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que peut-être le mettre dans le fond de la classe? Est-ce que ça ne facilite pas certaines choses? D'accord? Alors, je vais, si vous avez l'occasion, hop, donc Frédéric Blum, donc, qui travaille aux Pays-Bas, elle a fait des recherches sur la question de l'amélioration de la régulation personnelle, donc de l'autorégulation, chez les enfants qui ont un TDAH, sur base de on leur accorde un siège, d'accord? On lui dit, ça c'est ta chaise, elle est proche de l'enseignant ou loin de l'enseignant, et on va voir comment ça se passe. Donc c'est-à-dire d'essayer d'évaluer l'efficacité de la mise en place d'un aménagement raisonnable, comme on l'entend souvent, hein, c'est-à-dire le siège près ou loin de l'enseignant. Okay, alors, excessivement intéressant. C'est-à-dire que si vous mettez de... Donc Charlotte, oui, oui, on fait les tests comme ça, mais c'est sur un enfant, d'accord? Là, le but, c'est quand même d'essayer de voir un peu plus large. Euh, Ici, en fait, les résultats montrent que être près de l'enseignant, c'est bon pour tous les élèves, d'accord? Plus vous êtes proche de l'enseignant, meilleures sont les capacités des attentionnels, de tous les élèves. C'est pas une question de TDAH, en fait. C'est-à-dire que tous les élèves, quand ils sont plus proches de l'enseignant, ils sont plus attentifs. Et c'est tout. Enfin, je veux dire, à un moment donné, d'avoir comme aménagement de dire ah ouais, plus proche de l'enseignant, c'est bien parce qu'il a un TDAH, ben aujourd'hui, voilà. Alors, c'est pas tout à fait vrai, je suis en train de mentir sur le sujet. Alors, ils ont fait des études, en fait, ils ont fait un plan expérimental et ils ont testé en EEG, en labo, pour essayer de voir des choses proches ou pas de l'enseignant et de voir un petit peu comment ça s'évaluait, quelles étaient les fonctions cognitives qui étaient impliquées dans ce regard-là et surtout aussi les aspects comportementaux qui étaient présents. D'accord? Donc toutes les questions de pas près de la fenêtre ni près de la porte et ainsi de suite, aujourd'hui c'est très mignon, d'accord? C'est bien de dire oui mais comme ça il est moins distrait. Je veux pas, on n'en sait rien en fait, d'accord? Il faut être clair sur le sujet. C'est vraiment... Il faut arrêter avec ces aménagements qu'on n'a jamais testés et qu'on fait un truc un petit peu au pif en se disant tiens mais oui comme il sera pas près de la fenêtre voilà ça va être mieux. On n'en sait juste rien. Aujourd'hui les seules premières approches qu'on a c'est de dire que ça dépend du profil de l'enfant.
Et dans le cas du TDAH, ça dépend de la prédominance du trouble. C'est-à-dire que dans leur étude, alors ça regroupe 68 enfants avec un TDAH, d'accord, avec des profils différents. Et en fait, ce qu'ils ont pu mettre en évidence, c'est que les enfants TDAH avec des profils inattentifs, d'accord, donc des inattentifs prédominants, les fameux TDA hein, en tout cas, et bien en fait, ce qu'ils mettent en évidence, c'est que ça a un bénéfice au niveau attentionnel pour ces enfants d'être proche de l'enseignant. Par contre, en termes d'efforts à fournir pour être attentif, ça ne change rien. D'accord? Donc, ils vont être plus attentifs en étant plus proches, mais ça va leur coûter très beaucoup d'être attentifs. D'accord? Donc ça, c'est une première donnée déjà. C'est-à-dire que selon le profil, ça change. Les inattentifs, vaut mieux les mettre devant, même si on sait qu'en termes de fatigabilité, ça va quand même être difficile pour eux. Mais en tout cas, ils seront plus attentifs. Et pour les hyperactifs impulsifs prédominants, il vaut mieux les mettre plus loin dans la classe, parce qu'en fait, ça va jouer sur leur capacité à se contrôler. Quand ils sont plus loin, ils sont moins en réaction avec l'enseignant. Et donc d'être plus loin, ça leur permet de mieux réguler leur aspect d'inhibition, et notamment de l'impulsivité et de l'hyperactivité. Okay. Ce sont des données qui sont vraiment à prendre pour ce qu'elles sont, à prendre avec des pincettes évidemment. Ce sont des données Princeps sur l'état de la question, avec des deux études, je pense, sur la question, de tester cet aspect-là et de voir comment la modalité de place dans une classe peut modifier les capacités justement des élèves TDAH par rapport aux enseignements. Donc si vous avez des profils inattentifs, vaut mieux les mettre devant. Si ce sont des profils hyperactifs impulsifs, vaut mieux les mettre derrière parce que ça permet de mieux réagir, simplement de mieux se contrôler, parce que vous n'êtes pas dans la réaction immédiate avec l'enseignant. C'est ultra intéressant comme truc. C'est pas une donnée fiable dans le sens où on est sûr que ça marche comme ça. On sait juste que pour le moment, ça a l'air de tendre vers ça. Je trouve ça super pertinent de se dire que les approches, elles doivent être, quand on travaille avec les élèves, en tout cas, qu'on veut mettre des aménagements en place, avec des enseignants qui ont compris comment ça fonctionnait, les approches, elles peuvent être quasiment individualisées, très spécifiques par rapport au fonctionnement des élèves. Je trouve ça tellement dingue de se dire qu'aujourd'hui, on est loin de ça, en termes de compréhension des élèves. On ne cherche même pas à savoir si ça passe comme ça. D'accord? Et alors, ce qui permet aussi d'augmenter l'autorégulation des élèves avec un TDAH, c'est d'attribuer des tâches précises. D'accord? C'est de travailler avec les élèves TDAH au corps à corps presque. Et de dire, ok, la tâche précise que tu as à faire, c'est ça, ça et ça. Voilà, tu fais ça et tu avances. Ok? L'idée ici, c'est que quand on a adéquatement pensé le niveau d'exigence des tâches qu'on va demander à l'élève TDAH, c'est-à-dire de ne pas dépasser ses capacités non plus, mais qu'on est précis et qu'on lui attribue des tâches et on lui dit tu fais ça, ça marche beaucoup mieux en termes de régulation, que ce soit hyperactif, impulsif ou attentionnel. L'idée de guider, de préciser les choses par rapport au niveau de l'élève, eh bien, ça facilite énormément de trucs. Mais pour ça, il faut forcément que l'enseignant ait compris son élève. D'accord? Donc on en revient toujours à la même question, et c'est comme ça que je vais clôturer sur cette partie-là, en tout cas de résumé, hein, c'est de se dire que c'est parce que l'enseignant a compris son élève qu'il est moins stressé, qu'il est adapté, qu'il se sent un bon enseignant en plus par rapport à ses élèves, qu'il est en capacité de réagir par rapport à son fonctionnement, d'accord, qu'il va pouvoir donner des tâches précises parce qu'il connaît le niveau de son élève en face de lui. Et il adopte une règle qui est, je te dis de faire ça, ça, ça. Point. D'accord? En résumé, voilà un petit peu ce que j'ai pu apprendre des 2 heures en gros d'intervention sur la question des interventions en classe. Alors bien sûr, c'est un résumé, je veux dire, à l'appel, hein, on est d'accord. Hein, ok. Donc, la question aujourd'hui, elle est vraiment autour de la formation des enseignants et de l'accompagnement des enseignants. Il faut y aller, hein, d'accord? Donc, vraiment, regardons cet aspect-là, voyons comment avancer, en sachant que les interventions de manière scolaire, elles devraient être évaluées de manière précise, d'accord? Donc, il faut vraiment utiliser cette capacité à
étudier les comportements, les observations et ainsi de suite de ces élèves pour être au plus près de leur fonctionnement. D'accord? Alors, je regarde Nathalie, dans la classe de CP de mon fils, la maîtresse change les enfants de place très régulièrement et notamment par groupe. C'est difficile pour lui parce que le changement, c'est pas son truc. Bah, surtout en CP, en plus, le changement, ça doit pas être le truc de la majorité des élèves, en fait. C'est-à-dire qu'en CP, ouais, 6, 7 ans peut-être, max. La flexibilité atteint un pic, mais enfin, un début de pic, mais ouais, ça doit pas être facile pour tous les élèves, en fait. Voilà. Marianne, en tant que neuropsy, comment se former à former les enseignants à ce type de coaching? Eh ben, ça, c'est une excellente question, ça. Avoir des approches, il faut trouver des formations en psychoéducation. Je pense que pour être capable de former des enseignants à cette approche-là, il faut déjà, connaître extrêmement bien les troubles. Je pense que ça, c'est important. De regarder et de ne pas se positionner comme un pédagogue, mais comme quelqu'un qui vient donner des informations. Et je pense qu'avoir une bonne connaissance des thérapies cognitivo-comportementales facilite quand même grandement les choses. Toutes les approches aujourd'hui qui sont basées sur les interventions scolaires sont basées sur des TCC appliqués aux classes, hein. Donc on est vraiment, vraiment, vraiment là-dedans. D'accord? Sophie, en effet, le mien est devant, hyperactif, impulsif, il parle tout le temps, coupe la parole, ben oui, hein. Et en plus, il doit se retourner régulièrement pour voir ce qui se passe derrière lui, je pense. Alors, c'est pas donné dans les études, hein. C'est totalement un truc. Mathieu, c'est super, ça donne des belles idées de projet. Ah ouais, il y a plein de trucs à faire, je pense. C'est clair. Faut passer au-delà du trouble et s'intéresser à la personne qui est derrière pour créer du lien de confiance. Alors ça, c'est important, mais savoir quand même comment fonctionne l'élève en termes de difficultés, éventuellement de troubles neurodéveloppementaux, ça peut être utile aussi. Donc je pense que c'est les deux dans ce cas-ci. Je suis tout à fait d'accord à essayer de créer un lien de confiance, mais créer un lien de confiance sans comprendre le TDAH, ça me semble très 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 compliqué quand même, hein. Donc, Sonia, la mode des tables de 4 élèves pour le travail en groupe. Alors Sonia, il y a une... alors, je vais vous montrer un truc. Ouais. Hop là. Sur... Tac. Sur le site que je viens de vous mettre, donc Education Endowment Foundation, vous allez retrouver en fait des travaux sur les aménagements de classe et notamment les tables de 4 élèves pour le travail en groupe. L'idée c'est que quand on fait du travail comme ça, le travail collaboratif est super intéressant, mais un travail collaboratif, c'est pas simplement de les regrouper à 4. C'est pas ça en fait. Le travail collaboratif, c'est de donner des rôles à chacun, qui vont changer à chaque fois, mais de donner des rôles à chacun avec des tâches précises à réaliser et de le faire ensemble. Et là, on a des résultats. Alors, c'est pas du TDAH, hein, c'est de manière générale, on a des résultats qui sont intéressants en termes d'apprentissage. Euh, les enseignants en ont besoin vraiment. Ah ben oui, je pense, hein, bien sûr. Alors je réponds pas, hein, quand vous répondez à d'autres personnes, hein, évidemment, je lis vos posts, mais je réponds pas, mais vraiment profitez justement de communiquer ensemble, hein. C'est l'objectif aussi un petit peu de ces réunions. En plus, je vois que vous êtes vraiment intéressés, on a eu des pics jusqu'à 150 personnes, donc là, vous êtes encore 125 à suivre. Merci en tout cas d'être intéressé par ce sujet. Effectivement, le prof principal, Ulysse de mon second, connaît super bien, qu'il fait une estime de soi, et depuis qu'il est dans sa classe, il ne pleure plus pour aller au collège. Ouais. Comment présenter le feedback aux enseignants sans leur faire peur? Bah, un feedback, ils en font déjà, en fait. La seule chose sur le feedback que les enseignants oublient parfois, c'est qu'un feedback, c'est fréquent, d'accord? Ça doit être fait le plus fréquemment possible. C'est spécifique, donc il faut vraiment essayer de le faire de manière très spécifique en disant ce qu'on renforce, d'accord, quand on fait un feedback. Et derrière, il faut que ça soit immédiat. Ça sert à rien d'attendre la fin, dans le cas du TDAH, hein, mais ça sert à rien d'attendre la fin de la journée pour faire un feedback, quoi. Ça n'a pas d'intérêt, d'accord? Donc, ça, pour moi, ça ne peut pas faire peur aux enseignants de dire ça. La question, c'est que la moitié du chemin, ils le font déjà eux-mêmes. Le but, c'est de se dire que euh, c'est vraiment d'être en capacité de pouvoir donner ces informations, tout simplement. Donc, et je pense que c'est en comprenant aussi la place de l'enseignant dans sa classe qu'on va pouvoir le faire, et dans une école. Donc, voilà. Marianne, donc merci pour les indications. 1. Connaître le trouble, se former en psychoéducation, connaître les principes de TCC. Est-ce que je connais des bons DU qui permettent d'acquérir ces compétences? Non, j'en connais pas.
Je vais pas dire... là, en tête, j'en ai pas une directe à vous proposer, Marianne. Je ne sais pas. Moi, j'avoue, je l'ai fait un petit peu sur le tas et par beaucoup de lectures et par beaucoup de congrès et par beaucoup de formations. Je peux pas... Voilà. Donc, Sébastien, je dois y aller. Eh ben, à bientôt. N'hésite pas à suivre le reste de la vidéo, hein, évidemment. J'ai pas tout à fait fini. Je vais parler des autres thématiques quand même, donc n'hésite pas. Flo, toujours très dynamique. Vous n'êtes pas TDAH. Non, pas de TDAH, j'ai pas de retentissement. J'ai pas spécialement de difficultés attentionnelles. Je suis pas spécialement hyperactif, loin de là. Pas du tout, pour le coup. Et pourtant, on me le dit beaucoup. Hein. C'est pas parce qu'on travaille sur le TDAH qu'on est soi-même TDAH. Hein. Même s'il y en a beaucoup. Hein. Mais non. Ok, Sophie, eh bien, super pour le professeur. Eh bien, tant mieux, je lui souhaite la bienvenue. C'est un petit peu ça. Mathieu, la FTCC pour les TCC, oui, bien sûr. Forcément, pour se former en thérapie cognitivo-comportementale, ce sont les diplômes qui vont euh, baser en tout cas sur les thérapies cognitivo-comportementales qui vont faciliter les choses. Alors, je vais vous parler un petit peu des nouveaux développements dans les interventions non pharmacologiques. Donc voilà, j'ai mon grand tour et je vais très vite pour les deux autres, je vous promets. Je ne vous tiens pas trop longtemps devant votre écran aujourd'hui, c'est pas du tout l'objectif. Alors, dans les interventions non pharmacologiques, on a abordé quatre grands domaines en tout cas euh, sur ces approches. En tout cas sur les nouveaux développements qu'on peut voir. Alors, ces quatre grands domaines, c'est l'alimentation, et notamment des régimes qu'on peut mettre en place. Le mindfulness, donc toute cette question de pleine conscience aujourd'hui et de l'impact que ça peut avoir. Et ici, c'est sur des interventions de famille. Donc, c'est des interventions en mindfulness sur les familles et pas individuellement sur l'enfant. C'est vraiment de prendre toute la famille en compte dans ce cadre-là. Évidemment, c'est quelque chose moi, qui me passionne sur cet aspect-là, le travail de la famille. Le neurofeedback, et si vous avez l'occasion, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent toujours des informations sur le neurofeedback. J'ai enfin compris aujourd'hui ce que c'était vraiment le neurofeedback. Donc, mais si vous avez l'occasion d'aller voir les travaux de Martin Ars, qui est sans doute, c'est sans doute une des personnes les plus compétentes du monde sur la question du neurofeedback, d'accord, qui nous a fait une mise à jour du neurofeedback à l'EEG. Franchement, c'était nickel. En 20 minutes, de placer le contexte et de dire, de mettre des choses extrêmement intéressantes en place. Donc ça, je vais vous en parler un petit peu. Et Yan Tian, qui est chinoise et qui est intervenue sur notamment un programme d'intervention pour booster les fonctions exécutives dans un monde, au niveau écologique. Donc de ne pas travailler sur les aspects cognitifs et ainsi de suite, mais de travailler vraiment sur ces aspects-là. Mathieu, oui, j'interviens en plus dessus, hein, sur la question de l'alimentation. Pas que sur l'alimentation, j'aborde sur l'hygiène de vie, au sens général du TDAH, à la journée de sensibilisation effectivement nationale française au TDAH le 12 juin. D'accord. Donc retenez la date, 12 juin. Hop, c'est la journée de sensibilisation au TDAH en France. Et j'interviendrai sur la question justement de l'hygiène de vie dans le cadre du TDAH. D'accord. Alors, genre CPIM. Ouais, Sonia, oui. Je vais être clair sur CPIM, ça a l'air d'être intéressant. Je ne sais pas réellement ce qu'il y a dans CPIM déjà. Ça, c'est un truc vraiment qui me questionne beaucoup. Je suis un peu bloqué sur la question des 5 séances. Un peu. Et encore une fois, c'est une question de communication. Je ne pense pas vraiment que ce soit comme ça dans CPIM, mais de la question de la communication autour des 5 séances et après, en gros, c'est réglé. J'ai un petit peu de mal avec ça. Et il n'y a aucune donnée d'efficacité. Littéralement. On n'a rien, en fait. Donc, ça a l'air d'être basé sur un truc intéressant dans le travail de la famille. Donc ça, c'est déjà une bonne route, en tout cas. Mais après, derrière, le protocole, par exemple, CPIM, on l'a pas. Et l'efficacité réelle sur les patients, on l'a pas non plus, en tout cas en termes d'études. Donc moi, je serais prudent. Il existe des programmes qui sont structurés et qui ont montré une efficacité aujourd'hui. Donc j'aurais plutôt tendance à travailler avec des programmes qui ont montré leur efficacité et qui ont vraiment apporté des choses très intéressantes, bien plus qu'avec des choses où au final on n'a pas encore beaucoup de données, même si
ça part dans le bon sens. D'accord? Donc, c'est un petit peu ça. Je me questionne beaucoup sur le neurofeedback et à boire et à manger au niveau de la formation. C'est difficile de s'en sortir pour choisir. Ouais. Alors, Flo, quel genre de régime? Euh, alors Sonia, oui, mais vous l'avez suivi, je peux entendre que c'est pas mal, hein, j'ai pas de problème, mais moi en fait j'ai un problème sur l'aspect théorique en fait. C'est le bloc théorique derrière, la base théorique de ce programme-là, on l'a pas quoi. Donc c'est juste ça. Donc après voilà. Tant mieux si ça fonctionne, tant mieux si ça marche pour les parents qui sont accompagnés. Moi je suis très content pour cet aspect-là, mais après d'un point de vue scientifique pur, on n'a pas les données. Donc il faut faire bien la différence entre la clinique, on a l'impression que ça marche, ça a fonctionné cliniquement, c'est déjà génial, et tant mieux pour les familles qui sont suivies et chez qui ça fonctionne. Et après, on a les données scientifiques, et c'est voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors, les régimes. Alors, aujourd'hui, alors, est-ce que je vais me mettre des gens à dos? C'est un petit peu ça que, que je vais. Je me doute. Est-ce que vous connaissez les régimes oligo-antigènes? Donc, ah. Donc, aujourd'hui, on a toute une série d'études qui sont faites sur les régimes alimentaires, de manière générale. Et il faut savoir que celui qui est non, on t'en voudra mal, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, c'est le régime qui est sans doute le mieux étudié aujourd'hui. D'accord? Alors, le régime oligo-antigène, son objectif, c'est d'éliminer un maximum, d'accord, les allergènes communs dans euh, dans les régimes. D'accord? Donc, les allergènes communs, c'est quoi? C'est les noix, le lait, les agrumes, par exemple. Donc, ce à quoi les êtres humains sont le plus potentiellement allergiques. Ok. Et dans le TDAH, en fait, c'est le seul régime aujourd'hui qui montre un effet intéressant. Donc ça, je ne l'avais pas donné dans ma conférence sur l'hygiène de vie. Mais maintenant, j'ai la donnée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça montre des résultats spécifiques sur le fonctionnement, notamment attentionnel, hyperactivité, impulsivité, chez des enfants qui sont allergiques à certains éléments. D'accord? Par exemple, dans une grosse étude qu'ils ont montrée, il y a des résultats qui sont assez spectaculaires en termes de diminution d'intensité de symptômes chez des enfants qui sont réactifs au paprika. D'accord? Donc, ils ont un TDAH, ils sont sensibles au paprika, et quand on retire le paprika, simplement, vous voyez l'intensité des symptômes qui diminue. D'accord? Donc, en fait, l'idée, c'est d'être au clair sur à quoi est réactif l'enfant et à quoi, en fait, il est sensible, entre guillemets. Par contre, il est clair et net aujourd'hui que il n'y a pas d'études en double aveugle. Donc, en gros, c'est l'idée de vous mettez un enfant sous un régime particulier et c'est les parents qui vont l'évaluer. Donc, il y a un biais naturel qui est que comme l'enfant est pris en charge, on observe une modification. D'accord? Donc, ça, c'est une évidence. Et en même temps, l'idée, c'est que des enfants TDAH ne sont pas sensibles à la même chose. C'est-à-dire que le TDAH n'entraîne pas une sensibilité spécifique à un aliment en particulier. D'accord? Et que c'est très difficile d'établir en fait une cartographie de l'alimentation à laquelle on est sensible. C'est souvent du test, tout simplement. Donc, la question, elle est là. C'est-à-dire que le régime, en tout cas, hein, d'accord, oligo-antigénique, l'idée c'est de diminuer un maximum les allergènes communs dans le TDAH et de voir un petit peu, c'est-à-dire qu'ils ont une ligne de base, ils font 4 semaines d'intervention en supprimant les allergènes communs de l'alimentation et après ils les réintègrent un à un. Okay, en fait, on a un tableau qui montre en gros ce que l'enfant peut manger, d'accord? Et petit à petit, on va aller mettre des choses en place sur ça, d'accord? Et là, on voit des résultats de baisse d'intensité de symptômes.
C'est ultra intéressant comme truc. Hein. Enfin, un truc sur l'alimentation un peu sérieux. C'est-à-dire, TDAH, la sensibilité à certains éléments, et de voir que ça peut baisser la symptomatologie, l'intensité de la symptomatologie. D'accord? Il y a des études sur les enfants, pas chez les adultes pour le moment. Donc ça aussi, c'est important. Mais l'auteur qui est Christina Clément, Clement, je sais pas très bien, va avoir cette idée de... Hop, donc je vous mets son nom. Elle pense que c'est la même chose chez les adultes. Mais il n'y a pas d'études sur le sujet, donc elle n'est pas sûre. Okay. Donc ça, c'est pour l'alimentation. Pour le mindfulness, sur les interventions justement en pleine conscience, l'idée c'est de faire des interventions parents-enfants, hein, d'accord? Il faut savoir que l'efficacité de ces approches est très faible aujourd'hui sur l'enfant, d'accord? Il n'y a pas d'effet sur le top, il n'y a pas d'effet sur les problèmes sociaux, sur la labilité émotionnelle, sur le sommeil, sur la qualité de vie, et même sur le TDAH en lui-même de l'enfant. Okay. Par contre, ce qu'on voit, c'est un effet chez les parents. D'accord? On a une efficacité spécifique sur le stress parental et sur l'acceptation, en tout cas la gestion de l'enfant TDAH. Donc extrêmement intéressant peut-être d'intégrer ça dans le cadre des accompagnements parentaux, leur faire baisser le stress. Donc voilà. Oui Mathieu, exactement. Alors il y a de plus en plus un programme d'entraînement aux habilités parentales qui intègre au moins une étape de mindfulness pour essayer de gérer cet aspect-là. Mais donc le transfert à l'enfant, aujourd'hui il n'est pas génial, quoi. Hein, d'accord. Donc ça à faire attention évidemment sur la question. Alors, tac, tac, tac. Au niveau du sucre, Aurélia, il n'y a rien au niveau du sucre, encore une fois. Sauf si vous avez une sensibilité spécifique au sucre. Mais c'est pas une question de TDAH. D'accord. Donc ça, c'est incertain. Quel professionnel aller voir pour cette question d'allergie? C'est pas de l'allergie, hein, d'accord? Donc, c'est pas vraiment de l'allergie, hein, c'est une sensibilité à. Donc, faire attention, pas faire le truc, hein, c'est pas une allergie, hein, d'accord? Et effectivement, il n'y a pas de professionnel à aller voir. C'est du test, comme Charlotte le souligne. Donc, c'est vous allez essayer ou pas, en gros, c'est ça. Ici, c'est sur un protocole qui a été fait, c'est un protocole expérimental de dire, on fait une ligne de base, on voit comment il fonctionne, on supprime les allergènes communs, et après on les réintègre les uns avec les autres. Donc, comment s'explique la sensibilité sur la cognition? Sur les états de fatigue que ça engendre, déjà, sur les surexcitations que ça peut engendrer, et donc forcément, quand l'intensité des symptômes augmente, mais cognitivement, on a plus de choses donc voilà, qui rentrent. Les compléments alimentaires probiotiques, magnésium, oméga 3, c'est pour faire de l'urine de super-héros. En gros, globalement, votre corps, il n'absorbe que ce qu'il a besoin. Donc si vous avez la dose suffisante d'oméga 3, il ne va pas absorber plus d'oméga 3 parce que vous prenez des compléments. Il va juste les rejeter, en fait. Il va les éliminer, tout simplement. Et ça n'a pas spécifiquement d'effet massif sur le TDAH. Donc, sauf si vous êtes en carence, entre guillemets, d'oméga 3. Mais ça, TDAH ou pas. C'est un petit peu ça le truc. Alors, la question du neurofeedback, quand on aborde les choses. Alors, première chose que Martin Ars présente dans le neurofeedback, c'est que faites vraiment attention sur ce qui est fait dans les protocoles de recherche et qui montre certains résultats, d'accord, et ce que les gens utilisent en cabinet. Donc lui, il précise dès le départ, c'est la punchline d'entrée, c'est que le neurofeedback aujourd'hui en cabinet, c'est surtout beaucoup de gadgets, beaucoup de jouets, beaucoup d'objets, très différents les uns des autres, mais qui au final, est-ce qu'on peut appeler ça du neurofeedback? C'est pas sûr. D'accord? Donc, ça c'est quand même, déjà c'est intéressant de se dire que quand vous avez des professionnels, des spécialistes de la question qui vous disent ben, le neurofeedback comme nous on le fait en recherche et ce qui est pour le moment dans les cabinets, c'est pas la même chose en fait. On ne travaille pas la même chose. Tout simplement. Okay. Donc déjà ça, il fait vraiment vraiment attention à ça, et notamment sur les protocoles qui sont utilisés, donc dans les protocoles de recherche, sur des protocoles extrêmement précis d'analyse, sur des ratios particuliers, avec des observations particulières, avec des casques qui mesurent quand même des choses un peu intéressantes, d'accord? Et donc c'est pas tout à fait la même chose que ce qui se passe en clinique aujourd'hui. Et qu'il y a une espèce de raccourci entre ce qui est fait en recherche et la clinique qui est un peu trop massif aujourd'hui. Donc ça c'est déjà un
quand même pour replacer quand même le contexte de différence avec les gens qui vous disent mais si le neurofeedback, ça fonctionne dans les études, on a montré que. Oui, dans certaines études, on montre que derrière, bah, je veux dire, ce qui est utilisé dans un cabinet, c'est pas la même chose. Donc, attention à ça. Moi, j'ai appris un truc quand même qui est extrêmement intéressant, c'est que le neurofeedback, en fait, ce n'est rien de plus que du conditionnement. Donc, c'est de la thérapie cognitivo-comportementale. Ok. Donc, l'aspect du conditionnement, c'est de principe que quand vous êtes dans un état particulier, on vous fait un feedback et vous apprenez comme ça. C'est-à-dire que, en fait, le neurofeedback, c'est un outil, c'est un objet, d'accord, qui vient faire du conditionnement en situation non écologique. D'accord. Donc en fait, ça travaille sur des données cognitives. Alors le conditionnement, en gros, c'est à force de vous présenter certaines choses ou de réagir à certaines façons de faire, comme je vous ai expliqué dans les aspects scolaires. C'est-à-dire que vous avez certains comportements, vous réagissez, et on va entraîner ces comportements. Et bien en fait, le neurofeedback, c'est quasiment la même chose. Il se passe un truc, vous réagissez, et il y a un feedback qui est fait, c'est du conditionnement en fait. Donc moi, ça m'a pris du temps pour le comprendre déjà, d'accord. Mais c'est du conditionnement sur des données cognitives. C'est-à-dire que ce conditionnement, il est fait sur les données que le casque prend, et pas sur des comportements qui sont opérés. Donc la différence, c'est, normalement, le conditionnement, c'est vous agissez et on vous fait un feedback. Le neurofeedback, c'est quoi? C'est dans votre cerveau, il se passe un truc et, et on vous fait un feedback sur quelque chose qui se passe dans votre cerveau. Mais le principe est le même. C'est-à-dire que le principe cognitif qui est derrière, c'est le même. Et les études de Martin Haas, en fait, ce qu'elles montrent aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le neurofeedback qui a un effet spécifique. C'est l'aspect de conditionnement qui est derrière. Donc ce sont les approches comportementales qu'on peut avoir dans le neurofeedback, d'accord, qui, elles, montrent une efficacité. Et ça change quand même radicalement la tête. D'accord. Ça, c'est important. Il y a 2 ans, le professeur Barclay n'était pas convaincu, ça a évolué. Moi, je ne suis pas plus convaincu que ça. Hein. C'est-à-dire que, encore une fois, pour moi, c'est pas le neurofeedback qui fonctionne. Hein. Et les données aujourd'hui, c'est pas ça qu'elles montrent. Elles montrent que le principe sur lequel c'est posé, c'est-à-dire le conditionnement, lui fonctionne. Mais ça, c'est déjà montré depuis des années, en fait. Donc c'est le principe sous-jacent, c'est le principe théorique sous-jacent qui fonctionne. Est-ce que ça vaut la peine de passer par ce type d'outil pour avoir des résultats? Non, pas spécialement, parce que ça n'a pas plus d'efficacité que du contraire. Parce que comme on ne se base pas sur des comportements, mais sur des données cognitives, c'est très dépendant aussi de la mesure qui est faite. C'est pour ça que le matériel est ultra important. C'est plus la mesure va être fine et précise, plus le feedback aura d'impact. Et donc plus le conditionnement va marcher. Aujourd'hui, si vous retravaillez ça d'un point de vue cognitif avec des casques à 2 ou 4 électrodes, vous n'avez rien en fait. Et là, ça va être compliqué. Ok. Donc l'idée, elle est vraiment là dans le neurofeedback, c'est de se dire qu'il faut un bon matériel, il faut réfléchir théoriquement sur quoi ça se base. Et aujourd'hui, il y a quand même un paquet de praticiens enfin des praticiens neurofeedback qui savent un peu pas du tout en fait sur quoi ça se base. D'accord. Si on leur parle de conditionnement neurofeedback, ils vont pas faire le lien. Moi, le premier, j'avais pas compris. Hein. D'accord. Je vais être très honnête, j'ai compris aujourd'hui cet aspect-là. Mais cet aspect-là, il est clair, et donc il y a quand même pas mal de gens qui ne le savent pas, et donc c'est important. C'est les principes théoriques de conditionnement, en fait, qui amènent la question du neurofeedback. Après, il y a des spécificités du neurofeedback, mais bon, ça, je ne vais pas vous en parler spécialement aujourd'hui, et c'est assez complexe, mais globalement, regardez quand même, c'est les aspects de base, déjà, ils sont là. C'est vrai que ce n'est pas spécialement le neurofeedback qui fonctionne, c'est le conditionnement, et après, ça dépend aussi beaucoup du matériel utilisé. D'accord. Et oui, Marie-Christine, c'est un peu comme le réflexe pavlovien. Alors c'est plutôt Skinner dans ce cadre-ci, mais dans le conditionnement opérant, mais oui, c'est un peu l'idée. Et alors on avait une dernière intervention sur les aspects justement de fonction exécutive et d'un essai d'entraînement des fonctions exécutives en vie de tous les jours, hein, d'accord. Alors par contre, là, on a eu des choses qui sont un peu particulières parce que c'est un entraînement des fonctions exécutives en vie quotidienne, mais qui est évalué au travers de tests cognitifs. Et donc la première remarque en fait du superviseur de la session,
qui est Edmund Sonuga-Bark. Alors, Edmund Sonuga-Bark, en gros, c'est un des plus grands professionnels dans le cadre du TDAH. Et lui, sa première intervention, sa première question à la chercheuse, ça a été de dire oui, c'est très bien, vous faites des évaluations, donc vous faites un protocole en vie de tous les jours et vous évaluez les fonctions cognitives. C'est très bien, mais est-ce que vous avez simplement essayé de corréler les fonctions cognitives au comportement de la vie de tous les jours? Parce qu'en fait, il y a des dizaines d'études qui montrent que on n'évalue pas du tout la même chose. Donc en fait, vous évaluez pas ce que vous essayez de booster en fait. Et ça, c'est très dérangeant dans le protocole. Euh, et c'est vrai que ce qu'on remarque, c'est que quand on fait des expériences, des recherches qui sont basées sur des tâches cognitives en pré- et post-intervention, les changements de tâches, des changements de performance dans les tâches cognitives, donc qu'on réussisse mieux un test, d'accord, c'est pas corrélé de manière générale avec les changements de symptômes dans le TDAH. C'est-à-dire qu'on peut avoir des améliorations sur les tests cognitifs qui sont monstrueuses, et à côté de ça, vous n'avez aucun changement de symptomatologie au quotidien. Et donc, il y avait une erreur méthodologique dans le cadre là, qui a été soulignée, et qui est clair quand même, ça limite quand même l'intervention qui a été faite. Par contre, c'est un protocole qui était extrêmement intéressant, parce que c'est un protocole qui a été fait justement en double aveugle, qui a été contrôlé, qui a été fait avec 2 sessions justement d'entraînement des fonctions exécutives au quotidien. Donc vous aviez vraiment une ligne de base, une première intervention, une pause, une deuxième intervention et des évaluations à chaque temps qui montrent des résultats extrêmement intéressants, mais sur des épreuves cognitives et pas sur des épreuves écologiques au final, ou en tout cas même sur une symptomatologie du quotidien. Et là, ça manquait un petit peu. Donc on a des programmes qui sont en train quand même de se créer sur l'accompagnement des fonctions exécutives dans le cadre des personnes avec TDAH. Maintenant, les résultats, ils ne sont pas encore au top, en tout cas dans cette étude en particulier. Et enfin, je vais terminer, alors il est déjà 21h45, je termine rapidement sur le TDAH et les technologies aujourd'hui. Euh, c'est fou en fait. Mais donc, on a eu toute une intervention sur utiliser les technologies digitales pour évaluer, ou en tout cas euh, essayer de screener les difficultés attentionnelles chez le jeune enfant. Il y a des méta-analyses qui existent. Maintenant, ce qui manque un peu, c'est de se dire que quand on fait des études sur l'utilisation de ces outils, c'est qu'on les utilise à partir de jeux, plus des questionnaires, plus des interviews cliniques, des entretiens cliniques. D'accord? Et donc on montre effectivement que dans le cas où on a utilisé le jeu ou la technologie digitale, on arrive à distinguer le TDAH du non-TDAH. Okay, mais en fait, il y a un problème, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à faire la différence sur le fait que est-ce que c'est vraiment la technologie qui a permis de faire cette différence ou simplement la plus-value, est-ce qu'elle existe entre le questionnaire, l'entretien clinique et le jeu ou le, la technologie digitale. C'est-à-dire, quelle est la plus-value apportée aujourd'hui par ça dans la capacité qu'on a à diagnostiquer les patients? Bah ça, on l'a pas, en fait. Donc, ce qu'ils mettent en évidence, c'est que c'est extrêmement utile et ça permet de détecter les difficultés attentionnelles. D'accord? Donc, on a des outils de forme de jeu chez le jeune enfant, hein, des jeux vidéo, qui sont extrêmement intéressants pour détecter les difficultés attentionnelles. Et c'est très précis sur les difficultés d'attention, mais pas le TDAH. C'est-à-dire qu'ils détectent de la même façon des difficultés attentionnelles dans l'anxiété et ainsi de suite. Donc, voilà, ça c'est un petit peu la question, c'est vraiment est-ce que c'est utile d'aller plus loin et d'utiliser ça? Est-ce que c'est assez spécifique? Et ça, ben voilà, c'est un petit peu, ça manque encore un peu, d'accord? Euh, alors après, les interventions qui sont faites au travers des jeux vidéo, pour le coup, sont... alors il y a eu 2 études, c'est sur les symptômes de TDAH, d'accord? C'est les symptômes, pas le TDAH en lui-même, hein, mais sur la question effectivement de symptomatologie, notamment attentionnelle, hyperactivité, impulsivité. Par contre, en dehors de la symptomatologie, il n'y a aucun gain, que ce soit cognitif, mémoire de travail, ou même le calcul et ainsi de suite, on retrouve rien du tout. Et quand on fait des interventions chez
les enfants avec une déficience intellectuelle légère, par exemple, il n'y a aucune généralisation. C'est très travaillé sur la question du jeu vidéo. Et derrière, il n'y a aucune généralisation derrière. Donc, ça, c'est vrai que voilà. Mathieu, oui, les tests cognitifs ne montrent rien, mais l'impulsivité est nettement visible. L'impulsivité, elle est clinique. Et donc, que tu le fasses au travers d'un jeu vidéo ou de n'importe quelle autre activité, il y a des chances que tu l'observes. Donc, c'est clinique, en fait, comme observation. Donc, en fait, le problème aujourd'hui des technologies sur les jeux vidéo, en tout cas dans le testing, je parle bien du testing, c'est la question de quels sont les mécanismes qui sont réellement travaillés par les jeux vidéo et par l'intervention qu'on va avoir. D'accord ? Alors, on a une grosse intervention de Scott Collins, qui est un grand chercheur aussi sur la question des jeux vidéo, pour le coup. Donc, et notamment, c'est lui, je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a pas longtemps, enfin, il n'y a pas longtemps, il y a quand même quelques mois, voire je pense que ça fait presque un an, le jeu vidéo qui est passé à la FDA, donc c'est la Fédération des traitements de niveau 1 aux États-Unis, qui a reconnu en fait le jeu Endeavor RX comme étant utilisable comme prise en charge de base du TDAH. Alors c'est intéressant parce qu'en fait c'est une série d'études, mais littéralement. C'est une série de plus d'une dizaine d'études sur cette activité en particulier. C'est l'étude AKL-T01. Alors je vous la mets, hein, si vous voulez chercher. Hop. Donc c'est l'étude de l'analyse de ce jeu vidéo et des impacts qu'il peut avoir dans le TDAH. Vous avez une série d'études depuis 2012 jusqu'à 2021 sur le développement de ce projet et de l'arrivée aujourd'hui du processus final. Et donc c'est vraiment la question de... au départ, ils sont partis d'idées de corrélation entre l'augmentation des réussites aux tâches, l'utilisation de ce jeu vidéo et des mécanismes cérébraux étudiés en EEG. Il y avait vraiment des choses qui étaient extrêmement intéressantes et notamment des généralisations de ces résultats à des tâches cognitives, plus un maintien des résultats à 6 mois. Donc ça, je peux vous dire que ça, c'est pas fréquent de le voir. Après, il y a eu toute une série d'études sur l'évaluation et l'amélioration des fonctions cognitives. Et ça, c'est un peu le truc, ils utilisent beaucoup la TOVA. La TOVA, c'est un test d'attention, notamment. Et ils ont beaucoup travaillé sur la question de l'amélioration des fonctions cognitives, et notamment de l'attention sur ces tests-là. Mais il n'y avait pas de mesure de comportement à ce moment-là, donc c'était un petit peu limité. Et après, par contre, ils ont fait une énorme étude multi-sites, vraiment, donc plein d'interventions un peu partout dans le pays, avec une grosse étude notamment randomisée, justement contrôlée, très bien faite, vraiment au niveau méthodologique elle est nickel. La seule chose, c'est que dans les exclusions des TDAH qu'ils ont mis, c'est toutes les comorbidités. Donc ils ne cherchaient que des TDAH purs. D'accord ? Ce qui en fait n'est pas du tout la majorité des patients. Donc, il faut savoir, par exemple, que plus d'un patient sur deux va présenter des troubles de l'opposition. Un patient sur trois va présenter de la dépression, de l'anxiété associée. On va trouver presque un patient, enfin, à peu près 2 tiers des patients vont présenter des troubles d'apprentissage associés. Donc, tout ça devait être exclu pour pouvoir rentrer dans l'étude, pour montrer effectivement une amélioration des symptômes. Donc on a vraiment une étude sur les jeux vidéo qui est extrêmement intéressante et sur l'utilisation pour améliorer la symptomatologie du TDAH, qui se maintient dans le temps. Et ça, il faut quand même être clair sur le sujet, c'est assez rare pour être souligné, que ce jeu-là hein, pour le moment. Et malheureusement, en fait, c'est l'exclusion, en fait, c'est la limitation des cas, en fait. C'est du TDAH pur, ce qui n'est clairement pas la majorité des cas qu'on va retrouver. Et enfin, et c'est les interventions qui m'ont le plus marqué. Je vous avoue, c'est pour moi, aujourd'hui, c'est ça qui me fait dire que je termine là-dessus avec vous, et on se retrouve évidemment demain pour la suite. Mais aujourd'hui, vous avez des très très grands chercheurs, vous avez l'occasion peut-être d'aller regarder, c'est eux qui ont piloté notamment les recommandations internationales sur, en partie, hein, d'accord. Et
donc Joseph Biederman et Lewis Rhode, qui ont souligné à quel point il était important de développer les applications. Voilà. Les applications d'accompagnement des patients TDAH, que ce soit des parents ou des adultes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toute une série de développements d'applications, smartphones, tablettes, ordinateurs, pour accompagner les patients dans le traitement du TDAH. Par exemple, j'ai été halluciné de me rendre compte aujourd'hui que ce soit des parents ou des adultes, une personne sur deux qui se voit attribuer une prescription pour aider le TDAH ne va pas entamer la prise en charge médicamenteuse. C'est vrai qu'il y a une prescription et il y a à peu près seulement 46% des personnes qui vont passer à l'acte de prendre une médication aujourd'hui, alors qu'on sait que ça reste relativement efficace. Et donc, il y a une question vraiment d'accompagnement des patients post-prescription, en fait, aujourd'hui. D'accord? Donc, il y a vraiment cette question quand même de dire, on va les accompagner pour qu'ils rentrent dans un processus positif. Pas tous, encore une fois, mais positif derrière. Ce manque d'implication, ce manque d'adhérence, comme on l'appelle, de compliance à la médication, elle vient notamment du fait qu'on n'explique pas peut-être assez d'informations sur la médication, sur à quoi ça sert et comment on va la mettre en place. Et derrière, de se dire quand même que il y a toute une série maintenant d'outils qui vont permettre d'aller plus loin et de faire en sorte que les patients adhèrent, que les parents adhèrent. Ces applications aujourd'hui, il y en a deux types. Alors, il y a l'application. Alors, je ne sais pas si elles sont. J'ai pas encore eu le temps de regarder euh, si elles étaient disponibles ou pas. Maintenant, elles sont en anglais, hein, donc voilà. Mais il y a l'application Sophia, il y a l'application Focus. Et ces applications, en fait, elles ont deux rôles. C'est de dire que, allez, à demain Marie, pas de souci, merci, avec plaisir. J'en ai plus pour longtemps de toute façon, hein, pour 5 minutes maximum. Mais que ces applications, en fait, leur objectif, c'est d'apporter et de la psychoéducation pour répondre à un maximum de questions des patients, de faire des rappels systématiques de la prise de médication éventuelle, de pouvoir guider les patients dans leur choix également, et de pouvoir faire un petit peu une espèce de monitoring de comment ça se passe aussi au quotidien par rappel, de pouvoir noter rapidement avec des tableaux de comportement d'enfants, par exemple, de se dire, ben voilà, il a pris la médication à telle heure, voilà ce qu'on a pu observer, d'avoir des rappels qui sont faits comme ça par l'application pour essayer de récolter un maximum d'informations aussi sur le fonctionnement au quotidien et sur l'impact que ça peut avoir au quotidien. Donc en fait, il y a un double exercice, c'est-à-dire de donner la possibilité aux patients d'être d'avoir une compliance quand même qui est beaucoup plus forte aussi par rapport à ces informations et notamment de prise en charge et derrière de pouvoir répondre aux questions, mais aussi que les chercheurs récoltent un maximum de données justement d'observation des patients avec l'impact que ça peut avoir. Il y a une vraie opportunité aujourd'hui des outils digitaux en santé mentale. Il ne faudrait pas, d'accord, se positionner comme étant je veux dire, hors technologie et de vouloir dire non, on n'utilise pas ça parce que ça ne ressemble à rien, on est traqué par rapport à nos comportements. L'objectif ici, c'est que cet objectif de donner ces applications et d'accompagner les patients aujourd'hui, c'est une capacité qu'on peut avoir à les aider au mieux. Et ça, vraiment, pour moi, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'on peut avoir des applications, on peut avoir des systèmes. Sophia, par exemple, c'est un système qui est basé juste sur des textos, des SMS qui sont envoyés de manière régulière et qui répondent aux questions des patients pour essayer de faire en sorte que ça aide un maximum de monde. Donc, voilà un petit peu ce que j'ai appris aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'on apprend beaucoup de choses. Alors, j'essaie de vous faire une synthèse en 1h30, c'est pas simple, d'accord? Donc ce que je vous propose, c'est que je vais commencer à créer en fait toute une série de vidéos indépendantes par rapport aux différents sessions que je vais voir. Je vais essayer d'être un peu plus complète, mettre plus de- d'infos, de sources d'études, et ainsi de suite que j'ai pu voir. Je vais essayer de construire ça. Alors je ne vous présente pas tout de suite et je ne sais pas du tout quand ça sortira. Mais sachez que ça pourra exister. Et donc je vais regarder donc pour finir vos dernières questions, vos dernières remarques. Mais en tout cas, merci d'avoir été si nombreux à vouloir suivre ça. Je trouve ça, je trouve ça d'ailleurs très 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 bien de pouvoir venir justement partager aussi vos expériences là-dessus. Euh,
Super, super. Isabelle, MP après je vais arrêter et je vais couper Internet. Donc si je réponds pas tout de suite, faut pas s'inquiéter, hein. Je répondrai plutôt demain, à mon avis. Antoine, pourquoi pas se présenter comme un pédagogue? Parce que je suis très très loin d'être un pédagogue sur la question. J'essaie de transmettre de l'information, mais de me dire que je suis pédagogue, peut-être pas. Je suis loin de l'être, quoi. Je suis pas prêt à être enseignant, moi. Donc, Valérie, j'avais des doutes par rapport à mon fils qui est très distrait, qui se dit qu'il est con, imbécile quand il comprend pas qu'il se trompe sur un exercice. Ici, il est assis près de son instit. J'espère que ça ira mieux. Bah, on verra, hein. Alors, c'est pas suffisant, hein. C'est pas juste parce qu'on le met près de l'instit que ça va aller mieux. Forcément, c'est une intervention qui est beaucoup plus large, effectivement. Donc voilà. Les applications, ça rejoint un peu le cahier dont j'ai parlé l'autre jour, que je vais traduire. Alors, je vais pas le traduire, je vais faire mieux. Donc, l'objectif, ouais, c'est d'arriver à un truc comme ça. Et l'idée de l'application, c'est vrai que c'est un tracking qui semble plus intéressant en termes de données qui est récupéré par les chercheurs. Mais oui, c'est un petit peu l'idée du tracking, mais en même temps d'avoir plus de psychoéducation à disposition, parce qu'il y a toute une FAQ qui est disponible sur l'application et ainsi de suite. Donc oui, c'est un petit peu l'idée de ça, mais en plus poussé pour le coup, hein. Je pense que c'est, voilà, un peu ça. Euh, Ok, super, merci, merci, c'est génial. Euh, donc, demain, on va se retrouver. euh, Isabelle, oui. Alors, ouais, forcément, restituer la journée de formation, ce que je vous donne, c'est juste des bribes d'informations que j'ai pu avoir. Donc, évidemment, j'essaierai de faire beaucoup plus clair là-dessus. Euh, Moi, sa maîtresse ne comprend rien, vive la France. Fermée à tout. Je pense pas. Enfin, sincèrement, Laura, je peux comprendre que euh, vous ayez une mauvaise expérience et que beaucoup de parents aient des mauvaises expériences sur le sujet. Ça, c'est pas quelque chose que je remets en question. Maintenant, je pense pas qu'il faut en faire une généralité. Ça, je crois pas. Il y a beaucoup d'enseignants qui veulent bien faire les choses. Pas tous, c'est clair. Donc, c'est clair. Isabelle, pourquoi on les met sur Relatine si jeune? Parce que les retentissements sont trop importants. C'est un peu ça. Je pense que si le retentissement est trop important, il y a quand même une raison. Et deuxième chose, c'est pourquoi on les met, parce qu'en fait, il n'y a rien d'autre d'aussi efficace. Donc il faut être honnête sur le sujet. Je ne dis pas que ça ne va pas changer, mais aujourd'hui, la médication, c'est la chose qui est la plus efficace, même si ça réjouit personne de dire qu'on va mettre des enfants sous médoc. Clairement. Mais aujourd'hui, malheureusement, on n'a rien d'autre à disposition qui soit aussi efficace que ça pour les aider. C'est un peu ça. Donc, ça, aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, mais j'entends que c'est pas. On n'a pas envie, quoi. C'est normal, on n'a pas envie de mettre nos gamins à 6 7 ans sous méthylphénidate. Mais d'un autre côté, voilà. C'est un peu ça l'idée. Donc, ok. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que j'ai prévu demain? Donc, je pense que je vous ai mis le programme dans l'événement, mais je me souviens déjà plus ce que je vais aborder demain. Je vous dis ça tout de suite. Demain, je vais faire quoi? Alors, demain, je vais aborder la question. Donc, je vais suivre normalement les conférences sur tout ce qui est traitement du TDAH et les abus de substances. Donc on va aller regarder ces aspects-là quand même, parce que je pense que c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Je vais aller regarder l'exercice physique pour le TDAH. Donc la question, euh, la question quand même de l'exercice physique, toujours cette hygiène de vie, hein. Donc moi je vais aller voir euh, de- d'aller plus loin sur cette question-là. Je pense que c'est un peu ça le truc, de toujours aller voir. De regarder les mises à jour justement des traitements du TDAH tout au long de la vie. D'accord. Et notamment des impacts des approches non pharmaco et notamment l'entraînement cognitif par modulateur, les nouvelles options pharmaco et ainsi de suite. Donc on va aller regarder là-dessus. Donc ça va être un petit peu la question. Et alors regarder justement les mystères du traitement aujourd'hui, notamment la tolérance au méthylphénidate, est-ce que ça existe à long terme? Est-ce que la médication pendant les vacances c'est utile ou pas? D'accord. L'efficacité de la médication sur le long terme, justement, vous me parliez de ça, et bien en fait, je pourrais vous répondre que demain. Donc voilà, parce que je suis pas un grand spécialiste de la question. Et alors finir par les risques accrus éventuellement de maladies neurodégénératives. Dans certains lives, on m'en avait parlé. Je vous en dirai un peu plus demain.
Donc demain, ça va beaucoup être sur le traitement et sur l'hygiène de vie, d'accord? Donc ça sera un petit peu ça. Ok? Ouais, les fenêtres thérapeutiques, ben j'aurai des réponses plus précises sur ces questions-là demain. D'accord? Valérie, non, je ne consulte plus pour le moment. Donc malheureusement, non, je ne peux pas, je ne prends pas de rendez-vous. Donc voilà un peu. 22 heures, c'est une belle heure pour arrêter. Donc merci à tous d'avoir suivi ce live. On se retrouve évidemment demain 20h30 tapante, d'accord? Et je vous donnerai d'autres infos justement sur ces questions du TDAH et de ma journée de demain en colloque. Et on va encore faire ça samedi aussi. Donc, ok. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, posez-les. J'essaierai de passer pour y répondre éventuellement. Et si pas, on se retrouve demain 20h30 plutôt. Tapante. Allez, ciao. Bonne soirée à tous. Merci encore.